Donc pour traiter le cas d'une potence sous Abaqus, on va lancer Abaqus CAE. Donc ici en version étudiant, version 2019 Abaqus Student, avec donc une limitation à 1000 nœuds. On commence avec un modèle explicite standard et la première chose à faire, c'est de configurer le répertoire de travail. Ok, et c'est donc dans ce répertoire qu'Abaqus va aller mettre tous les fichiers quand il fera sa mise en données et puis tous les fichiers de calcul. On va créer une pièce. On est en 3D, déformable, solide, et c'est bien par extrusion, on va faire le contour de la pièce et par extrusion qu'on va la créer. On va lui donner un petit nom, potence, et la taille approximative, l'ordre de grandeur, c'est la dizaine. Comptez pas trop juste parce que vous allez voir que la grille est vite restreinte. C'est la dizaine de mètres, on va rester en unité du système international ici. Voilà, après un chargement un peu long de mon côté, vous voyez que vous avez une grille. On va utiliser un contour polygonal qu'on va dessiner approximativement. Partez bien, ici vous avez les coordonnées en haut à gauche du curseur. Partez bien de 0, puisque sinon quand vous demandez à Abaqus d'ajuster automatiquement la vue, vous verrez votre pièce en tout petit. Si vous allez la construire à 10 000 km, lui va vous mettre le repère 0, 0, enfin le point 0, 0 dans la vue, et votre pièce à 10 000 km, donc il va ajuster un zoom très petit. Donc construisez toujours vos pièces autour de 0, 0, sauf utilité contraire. Dans un premier temps, centrez-les sur 0. Voilà, vous voyez qu'Abaqus vous met déjà des contraintes d'orthogonalité, d'horizontalité. On va de façon à rester en 0, 0, fixer le coin inférieur gauche. Comme ça, quand on rajoutera des cotes, des fois il vous déplace la pièce pour ajuster aux cotes et c'est pénible. Donc là, on va obliger ce point-là à être en 0, 0. On vient ensuite rajouter les cotes et ça vous permet finalement de poser les cotes à la géométrie actuelle. Nous, on va utiliser une géométrie de base et donc on va ajouter les bonnes cotes. Donc ici, on a une largeur de 5 cm, une largeur de 5 cm, une hauteur de 5 cm. Vous voyez qu'il vous parle en dessous là et vous pouvez valider avec entrée. Voilà. Ensuite, on va indiquer qu'on a 3 mètres ici. J'ajuste et 1,50 m ici. Voilà. Pour obtenir ce raccourci-là, clavier c'est F6 et le zoom ici qui vous permet, voilà, c'est F5. Donc votre pièce est en vert. Alors, bon là il a un problème d'affichage, il y a un tronçon qui n'est pas vert, mais votre pièce est en vert, ce qui signifie qu'elle est complètement bien cotée, c'est-à-dire que il y a juste ce qu'il faut de cote, plus rien ne peut bouger, tout en n'étant pas sur contraint, auquel cas il passera en violet. Je vous rappelle qu'initialement c'était en jaune. Ok, je valide avec le clic roulette pour quitter l'outil courant, et la section de l'esquisse étant terminée, on clique sur Done. Là, il nous demande la profondeur d'extrusion, on lui indique 5 cm. Alors, mettons que je me sois trompé, que j'ai mis 10 cm, ok. Donc on voit qu'au lieu d'avoir un profil carré, elle a un profil rectangulaire. Je peux aller le changer en utilisant l'arbre ici. Potence, Features. Vous voyez que vous retrouvez ici votre esquisse et le Solid Extrude qui est l'étape du dessus. Il est là, je double-clique et je mets 0,05. Voilà. On va ensuite, maintenant qu'on a notre pièce dans le module Property, on va créer le matériau. Ici, on est en statique, on n'a donc pas besoin de la densité.
le module Young à 2.1 10 puissance 11, le coefficient de Poisson à 0,3, des grands classiques pour l'acier. On crée une section pour dire à Abaqus qu'est-ce qu'on va faire de ces constantes matériaux. On va les utiliser dans un modèle de solide homogène, donc matériaux acier, et on affecte cette section, c'est-à-dire ce modèle, à la géométrie. Il ne faut pas oublier cette étape, sans quoi à la fin, quand vous lancez le calcul, Abaqus vous dit bah oui, mais moi je ne connais pas le matériau, je ne sais pas en quoi il est fait ce machin. J'ai créé le maillage, tout ça, mais je ne sais pas quoi mettre dans les mailles. Voilà, je choisis la section et la pièce passe en vert. On va dans l'assemblage afin maintenant d'introduire cette pièce dans le modèle qui sera traité lors du calcul. Hop, maillage dépendant ou indépendant. Dépendant, c'est la pièce qui est maillée, donc si j'introduis plusieurs instances de cette pièce dans l'assemblage, les maillages seront identiques. Indépendant, je maille sur l'instance, donc j'aurai à faire un maillage sur chaque instance potentiellement différent. Il faut adapter le choix à son besoin. On crée ensuite une étape de calcul afin de dire à Abaqus quel type de calcul on souhaite faire. Donc on lui donne le nom que l'on souhaite, et ici on garde statique générale qui est la proposition par défaut. Ça, c'est des détails que vous verrez plus tard. Pour ce qu'on a à faire là, on s'en fiche. On va maintenant dans le chargement afin de rajouter des conditions limites en déplacement qu'il appelle tout court boundary conditions et des conditions limites en effort. Donc on va intégrer l'encastrement au pied, qui est donc une condition limite en déplacement. Et vous voyez qu'Abaqus vous propose dans l'eau des possibles encastrement ici. On va aller chercher le pied, CTRL ALT, clic gauche pour tourner. Je sélectionne la face, clic roulette pour valider et je sélectionne encastrement. Ça vient bloquer les 3D déplacements. Ici, la notion de rotation au nœud n'est pas pertinente vu qu'on est en 3D volumique, ce serait le cas en filaire par exemple. Voilà, et on va maintenant rajouter l'effort, la masse suspendue. Alors cette toolbar là, elle est bien pratique. Si vous ne l'avez pas par défaut, vous allez dans View, Toolbars, et vous avez ici Views. Vous voyez qu'elle disparaît. Ceci afin d'avoir facilement les différentes vues classiques. Ce machin-là, ces petites échelles, vous permet de switcher entre une vue sans perspective, où je retrouve bien une potence avec un mât qui est droit, et une vue avec perspective. Ok, donc on rajoute nos conditions limites en effort. Et se pose la question de comment je modélise cette masse accrochée en bout de potence. Je peux dire que c'est réparti sur toute la surface ici, parce que j'ai collé quelque chose, mon crochet. Auquel cas, je serais sur du surface traction, c'est-à-dire quelque chose non pas de normal à la surface comme peut l'être la pression, mais tangent à la surface. Ici, je vous propose d'utiliser des forces concentrées, une à chaque nœud, de façon à préserver la symétrie en Z du problème, en disant que par exemple, on aurait pu ici boulonner deux crochets qui viendraient reprendre la masse que l'on pend à cette potence. Donc on vient sélectionner les deux nœuds en utilisant Shift pour sélectionner l'un puis l'autre. Et ici, ce qu'on veut, c'est... Alors, nous, on veut une masse totale, on a une masse totale de 100 kg par 9,81 pour la pesanteur. Donc vous voyez qu'Abaqus va être capable de faire des calculs. Et ce que nous dit Abaqus, c'est que la force sera appliquée à chaque nœud. Donc moi, je veux diviser par 2, puisque j'ai sélectionné 2 nœuds. Et enfin, 1, 2, 3, ça correspond aux axes X, Y, Z. Donc nous, on veut une force descendante, on met donc un moins. Ok, et vous voyez que vous avez ici vos flèches orientées correctement. Vous pouvez retourner dans le manager, faire Edit, et vous voyez qu'il a bien fait le calcul pour passer de 981 fois 100 divisé par 2 à 490,5. On va sauvegarder le modèle, j'aurais dû le faire avant. Ok.
Et il nous reste l'étape du maillage. L'étape du maillage, il faut commencer par dire à Abaqus où est-ce qu'on va vouloir mettre des nœuds en gros, et ça il va vous proposer de le visualiser sur les arêtes extérieures. Donc c'est ça le premier outil. Là Abaqus me jette parce que on a choisi un maillage sur la pièce, or ce que je regarde ici sont les objets dans l'assemblage, et non pas donc les instances des pièces. Comme on a choisi un maillage sur la pièce, il faut visualiser les pièces, et donc on n'en a qu'une seule ici qui est potence. On y va. Là, il vous demande la taille de maille approximative. Gardez 0,15 au début. Ok, donc tous les 15 cm, vous voyez que ça fait un truc très peu dense. On va ensuite lui dire le type d'élément avec lequel on souhaite travailler. Le type d'élément, c'est ceci. Il vous dit sélectionnez la région, parce que vous allez voir, on peut en avoir plusieurs pour une seule pièce, pour lequel choisir ce type d'élément. Et on va rester en linéaire, hexaèdre, c'est-à-dire des parallélépipèdes rectangles, mais on va décocher Reduced Integration, vous verrez ça plus tard. Et là, il vous dit à quel type d'élément ça correspond. L'élément C3D8, une brique linéaire à 8 nœuds. Linéaire, c'est-à-dire que l'interpolation par rapport à chacune des coordonnées de l'espace est linéaire. Ok, donc ça c'est bon. On clique roulette pour quitter l'outil. Juste un mot, vous voyez qu'ici la pièce est jaune. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la façon dont il va réaliser le maillage. Cet outil-là, Mesh Control, vous permet de lui dire je veux essentiellement ici de l'hexaèdre, puisque j'ai choisi des éléments hexaédriques, mais je m'autorise des tétraèdres. Je veux exclusivement de l'hexaèdre. On va choisir cette option. Et vous voyez qu'on est en jaune, donc on est en sweep. C'est-à-dire qu'il va essayer de propager un maillage le long de la pièce. Si on essaye ici de regarder, là il vous indique plutôt la direction de propagation. Donc vous voyez qu'en fait il va créer un maillage en pot et puis il va le propager dans l'épaisseur. Là il ne nous laisse pas l'opportunité de changer cette direction-là. Nous on préférait une propagation du bas vers le haut. On ne peut pas le choisir ici étant donné qu'on a un angle là et donc il lui ne comprend pas quoi faire à l'angle. Si on lui dit de propager ici, avec un angle droit, si on avait créé des congés de raccordement, il saurait faire. Là, avec un angle droit, il ne sait pas faire. Donc, on est d'accord avec ce qu'il propose. OK. Et on lui demande enfin de mailler effectivement la pièce. Voilà. On peut regarder avec cette vue-là si dans l'épaisseur, il n'est pas allé faire n'importe quoi. On voit que non, il propage bien du fond vers la vue frontale. OK. Vous pouvez faire réapparaître les seeds avec cet outil-là. Et enfin, vous êtes limité en nœuds. Là, il vous dit, quand il a créé le maillage, qu'il a créé 30 éléments. On veut, nous, connaître le nombre de nœuds, donc on va dans Tools, Query, ici, et on choisit Mesh. Query Entire Path, Done, et vous voyez qu'ici, il vous indique le nombre total de nœuds. 124, donc ça nous laisse un petit peu de marge de progression. Dernière étape, on va, optimisation, on s'en occupe pas, on va lancer le calcul par le module Job. Donc on va mettre le type d'élément C3D8 suivi de 124 nodes. Ok, continue. C'est pareil, le détail de comment le calcul va être mené, vous verrez ça plus tard. Submit. Vous voyez qu'en bas, il vous parle, il vous dit que il soumet pour analyse les données, la mise en données que vous avez faite. Une fois que ça s'est bien passé, il vous en informe, et ensuite il vous dit que le calcul s'est bien passé, auquel cas Results devient accessible ici, et vous bascule vers le module Visualisation. On se met en ISO couleur, et vous avez le champ qui est affiché, alors vous l'avez dans la légende là, vous pouvez le changer ici. On voit ici des contraintes de von Mises, on peut s'intéresser à sigma 1,1. Et quand on fait ça, on a quand même des petits arcs-en-ciel ici tout le long de la poutre, du mât notamment, qui sont un petit peu surprenants. Sigma 1 étant donné ce qu'on applique comme effort, on s'attend à ce qu'il soit présent essentiellement sur cette partie-là, puisque c'est là que, via la flexion, la partie ici va être en extension, la partie en dessous va être en compression.
Donc on se dit qu'il y a un petit problème dans le maillage. Vous pouvez voir avec cet outil-là une coupe. Là, vous voyez que ça coupe dans la direction X, c'est pas très intéressant. Vous pouvez changer les choses par le manager à côté. Nous, on voudrait par exemple une coupe en Z, donc dans l'épaisseur. Et vous pouvez ici ajuster la position de la coupe. Hop, hop. Ok. Voilà, à mi-épaisseur. Donc vous voyez qu'il se passe des choses plus que surprenantes ici. Il faut garder en tête que notre maillage ici, il est fait avec des éléments pas très riches, linéaires. Et deux, vous voyez que alors qu'on a une structure parallélépipédique, les mailles sont relativement distordues ici. Donc on va retourner dans le maillage et essayer de faire quelque chose de mieux en découpant la structure ici et là, de façon à avoir deux parallélépipèdes rectangles qui vont être maillés régulièrement, le mât et la flèche, et garder le coin à part. Donc on va effacer le maillage. Ok. Et on va venir créer des partitions. Pour faire la partition, le découpage, on va utiliser cet outil-là, en définissant un plan de coupe. Ce plan de coupe, ici, on va le définir à l'aide d'un point et d'une normale. Alors, on va zoomer via F5, hop. Pour sortir de l'outil zoom, il faut cliquer sur la roulette ou cliquer sur OK. Donc, select point. On va prendre celui-ci. Select a normal, normal au plan de coupe. On prend cette arête-là. Create partition, OK. On va maintenant venir recouper cette zone-là, histoire d'isoler le coin vraiment. On va donc, là il vous propose Select the cells to partition, parce que maintenant il veut savoir si vous voulez découper ce morceau-là ou ce morceau-là. On va découper ce morceau-là, point and normal, tac tac, on veut un point par ici, et la normale cette fois-ci. Ok. Voilà, on a donc maintenant, si on revient à la vue globale, 3 régions, 3 cellules. Et quand on va demander un nouveau maillage, le type d'élément n'a pas changé, on obtient maintenant quelque chose de très régulier. Si on va dans Mesh Control, vous avez vu que la pièce était verte. Donc, par exemple celle-ci. Vous voyez que maintenant on est passé en structuré. On pourrait lui demander un sweep ou un bottom-up, mais on est passé en structuré et au vu du maillage que ça produit, ça nous convient. On peut regarder qu'il n'a pas fait de bêtises ou de choses surprenantes dans l'épaisseur, tout va bien. Et maintenant, on va de nouveau s'enquérir du nombre de nœuds, Mesh. On voit qu'on a cette fois-ci 128 nœuds et on va aller ajouter ça comme un nouveau job. Donc vous voyez qu'avec 8 nœuds de plus, on a quelque chose de beaucoup plus régulier. On va voir si ça porte ses fruits en termes de calcul. On va remettre sigma 1,1. Vous voyez que ces espèces d'aberrations le long du mât ont disparu. On commence à apercevoir ici quelque chose avec de la compression en haut, de la traction en haut, de la compression en dessous, ici sur la flèche. Si on regarde sigma 2,2, on devrait observer quelque chose de similaire, voilà, ici sur le mât. On est bien plutôt en compression ici et plutôt en traction là, même si pour l'instant c'est pas fou. Maintenant on peut regarder le déplacement. Je vois que le déplacement maximum ici il est autour de 2,5 cm à peu près. Nous on sait qu'on doit viser autour de 8 cm. Moralité, nos éléments linéaires, là il y a toutes les chances qu'ils ne soient pas très adaptés pour représenter ce que l'on veut. Donc vous pouvez en rajouter, demander une taille de maille plus petite, vous pouvez aussi changer d'élément.
juste une chose à vous montrer, puisque maintenant vous avez les différents outils en main. On va créer un pass, c'est-à-dire un chemin le long duquel on pourra demander à Abacus de nous tracer certaines quantités. Donc on va prendre point list. Je vais l'appeler flèche sup, c'est un chemin qu'on va mettre sur la flèche supérieure. Et puis vous voyez qu'il vous demande des points. Donc on va partir de ce coin-là, qui est à 1,50 m en X, donc 1,5, 3 mètres en Y, et puis 0,025 en Z, à mi-épaisseur. Et puis on va aller, donc vous voyez que là le point il vous le met là, c'est parce que vous êtes ici en vue déformée, voilà. On va aller on va s'arrêter avant le coin, parce que le coin va générer des choses plus compliquées que ce qui se passe dans la flèche toute seule. Donc on va s'arrêter à 10 cm ici, donc 2 mailles, enfin deux fois la largeur du coin. Rester à 3 mètres d'altitude, toujours 0,025. Ok. Et maintenant, on peut lui demander des choses en XY, ici, create XY data, le long d'un chemin, d'un pass. Et là, il nous montre le pass. Il nous dit, est-ce que ce pass-là, ça doit compter sur la chose déformée ou non déformée? Bien évidemment, c'est non déformé. On a vu quand on se mettait dans la configuration déformée, clairement, notre chemin, il ne croise pas énormément d'éléments. Donc, nous, on veut les donner le long de ce chemin en configuration non déformée. On va inclure les intersections, parce que sinon, on ne va pas croiser grand-chose, étant donné qu'il n'y a aucun nœud sur notre chemin. Ici, vous avez, si en abscisse, vous avez la distance réelle, une distance normalisée, etc. Nous, on n'a qu'un frame, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une étape de calcul qui génère qu'un seul résultat. Et là, vous choisissez le field output. Par défaut, il vous propose de visualiser ce que l'on est en train de visualiser là. Et vous faites plot. Et donc là, vous voyez, donc attention ici 0, 0, on est parti du bout de la flèche. Vous voyez ce schéma, enfin l'extrapolation qu'Abacus fait des données qu'il a. Une dernière remarque quant à ça, vous pouvez vouloir les sauvegarder pour ne pas avoir à les recréer chaque fois que vous voulez les visualiser. Donc vous faites Save As, vous mettez par exemple humanitude flèche sup, ok, cancel. Si maintenant vous revenez à une visu ici non déformée, que vous allez dans le XY Data Manager, vous avez ce machin là, et vous voyez que ça c'est dans la Current Session. C'est pas sauvegardé dans la base de données, c'est-à-dire dans l'ODB, donc dans la database des résultats, qui a été créée en même temps que les résultats de calcul. C'est-à-dire que si vous fermez Abacus, ceci est perdu. Donc, si vous voulez le sauvegarder, vous avez le choix de copy to ODB. Ok, donc il vous propose par défaut l'ODB en cours. Vous faites OK, et là il vous dit ah bah non, parce que cette database issue des résultats directement, elle est en version lecture seule. Donc si vous voulez le sauvegarder vers l'ODB, vous voyez que dans l'ODB actuelle on n'a rien. Vous allez ici, vous cliquez droit, close. Et puis vous allez derrière la réouvrir, vous la sélectionnez, mais cette fois-ci, vous décochez Read Only. OK. Et maintenant, vous pouvez faire un copy to ODB. C'est la bonne. OK. Vous pouvez aussi exporter ces datas au format CSV. Donc, par exemple, celui-ci. Et ici, vous choisissez le nom du fichier. Vous pouvez, quand vous en avez plusieurs, en sélectionner plusieurs. Hein. Humanitude flèche-sup.csv. Si vous faites Append to File, à chaque fois que vous allez cliquer là-dessus, il va vous rajouter ça au pied du fichier. Apply. Et si on va voir
Donc là, il vous dit que le fichier a bien été créé. Si on ne croit pas sur parole et qu'on veut vérifier, on a bien un humanitude flèche sup en CSV qu'on peut ouvrir avec Excel, qu'on peut ouvrir avec Notepad++, qu'on peut ouvrir avec plein de choses. Okay, pour pouvoir retraiter ces données, les mettre de côté pour y revenir plus tard, etc. Voilà, il ne vous reste plus maintenant qu'à travailler par vous-même pour arriver à établir, à répondre aux différentes questions.